Sunday Night Production. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Charles Caudrelier aujourd'hui. Bonjour Charles. Bonjour. Je suis ravi de pouvoir te rencontrer et puis t'avoir comme invité sur le podcast Ultra Talk. C'est vrai que je mesure à chaque fois la chance que j'ai d'avoir en face de moi de grands champions, des personnes qui réalisent des choses extraordinaires. La première chose, c'est comment est-ce que ça va, comment ça se passe ce passage parisien. Au moment où on enregistre, on est quelques semaines avant le grand départ de l'Arkea Ultimate Challenge, mais au moment où est diffusé cet épisode, on est à quelques jours. Donc comment se passent les préparatifs pour la grande aventure ? Écoute, on est très actifs puisque le bateau rentre d'une grande transat. Et donc, on a un petit peu moins d'un mois pour le remettre en parfait état. Il a un peu souffert. En plus, on a eu des avaries sur la dernière course. Donc, on a un peu cassé plusieurs pièces maîtresses. Donc voilà, l'équipe travaille beaucoup. Et moi, mon rôle, c'est de me remettre en forme et de me préparer physiquement, mentalement, dans une activité qui est pour nous pour le Gitana Team, en tout cas, qui est très active, puisqu'on vient d'annoncer hier la construction d'un nouveau bateau qui ira à l'eau en 2025 et évidemment on y réfléchit déjà depuis quelques mois. Oui. Et du coup le peu de temps libre qu'on aurait pu avoir, on le consacre à essayer de faire le meilleur bateau. Mais c'est passionnant. Tout ça, ce sont des points de transition puisqu'on va revenir sur ces sujets, mais je rebondis quand même sur ce que tu dis. Le bateau a subi de la casse, moi j'ai besoin de me reposer. Quand tu dis le bateau a eu quelques soucis, comment on peut naviguer et être performant en ayant un bateau cassé ? C'est quoi ces casses sur un bateau ? Alors là, il y a plein de choses variées. Là, c'était important parce que c'était la première avarie, c'est 2 minutes après le départ, c'est sur le système de direction, donc un des safrans, donc on appelle ça gouvernail, pour les gens qui connaissent moins. Donc on a trois gouvernails sur Maxi et de Mondralchi. On travaille toujours avec 2, celui qui est au centre du bateau et celui qui est sous le vent des voiles. Et donc, oui, dès le départ, on a eu une avarie, donc problème de direction, le temps de réparer, tout ça, de repartir, on avait perdu un peu. Mais on l'a réparé, mais c'était pas à 100%. Donc on avait un peu une voiture avec un pneu un peu crevé ou une suspension cassée, on va dire. Donc voilà, c'était la première avarie. Et ensuite, on en a eu d'autres sur le foil, qui est la pièce maîtresse qui nous permet de voler, puisque les bateaux sont dits volants. Donc c'est des petites ailes. Et on en a une des ailes qui était abîmée, fortement abîmée. Donc ça nous a pas mal handicapé, effectivement. Et c'est quoi ? C'est des contacts avec des objets flottants identifiés ? Alors on appelle ça des OFNI parce qu'on ne sait jamais ce que c'est. C'est parfois des choses de l'homme, c'est parfois des choses comme du bois et c'est parfois malheureusement de la faune, faut être honnête. Évidemment, on évite ça, mais bon, c'est comme en voiture ou un train, il y a toujours moyen de rencontrer malheureusement un animal qui traverse la voie. Et voilà, mais là en l'occurrence, on ne sait pas. Au départ, c'est certainement pas un animal, c'est une bouée, je pense, ou une chaîne d'un filet de pêche ou quelque chose comme ça. Enfin, un bout d'une filet de pêche, je pense. Et après, ensuite, a priori, c'était une bouée plutôt haute, puisqu'on a une avarie était sur le safran, dans la partie immergée. Enfin, le foil, mais aussi sur le bras de liaison, qui est quand même 1,50 m au-dessus de l'eau. Ouais. Donc, on pense que ça ressemblait à quelque chose de métallique. Donc, il y a des bouées un peu partout, beaucoup de bouées d'observation aussi pour faire des relevés, quoi, que parfois, c'est nous-mêmes qui avons jeté. Mais c'est le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui flottent et voilà. Et donc il faut réparer tout ça pour la grande aventure. Et physiquement, comment Charles se remet de cette aventure, donc entre 2 gros événements, il y en a qui est quand même beaucoup plus gros que l'autre qui arrive, mais comment on termine déjà physiquement, mentalement, et qu'est-ce qu'on fait pour retrouver une fraîcheur mentale ? On a une fatigue physique certaine. Après, c'est un sport aussi mécanique. Je veux dire, si à 50 ans, je suis encore performant, c'est impossible dans aucun autre sport. Et du coup, la dimension physique est importante, mais c'est plus le sommeil, le manque de sommeil qui est un vrai problème. Et aussi mauvaise nutrition, parce qu'à bord, même si on ne s'alimente pas aussi bien qu'à terre, donc ça génère de la fatigue. Et puis la compétition, le stress de la compétition, c'est plus cette partie-là. Ouais. Et avec l'expérience, est-ce que la gestion du sommeil, tu la maîtrises, elle s'améliore, ou est-ce que tu as des processus qui sont identiques à chaque fois, ou est-ce que c'est en fonction de ce qui se passe sur la course que tu trouves une stratégie de sommeil ?
Chaque course est différente, mais quand on fait de la course en solitaire, moi j'ai commencé très tôt. On apprend justement cette gestion du sommeil. J'ai commencé à courir en solitaire en 2000. Déjà, on s'intéressait au sommeil, on faisait des enregistrements. Mais finalement, j'ai retravaillé récemment pour la Route du Rhum l'année dernière, par exemple avec le professeur Duforest, qui est un peu le spécialiste, qui s'occupait d'ailleurs du 15 de France. Et ça n'a pas tellement évolué, je trouve, la science. Et finalement, c'est plus nous ils ont appris beaucoup de choses, mais il n'y a pas de recette miracle. Et ils sont très curieux de savoir ce qu'on fait, parce que nous, on a des capacités. Et en fait, la vraie recette, c'est quoi ? C'est de dormir dès que tu peux. Et par contre, la vraie difficulté, c'est de s'arriver à s'endormir vite. Ouais, et ça, il y a plein de méthodes. Et on peut faire de la sophro, on peut faire des choses. Moi, je travaille par la respiration. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré Arnaud Gérald, qui est un apnéiste, qui est le recordman d'apnée aujourd'hui en bipalme. Voilà. Et comme j'étais passionné d'apnée, et en fait, avec la respiration, j'ai appris à me calmer. Parce qu'on est dans le seul sport au monde où pendant... peut-être on peut le trouver sur un trail, mais pas quand on veut gagner, je crois. Pendant la compétition, on doit dormir et manger. Et ça, pendant le match. Ça allait être une question que j'avais programmée un peu plus tard, mais on va en parler maintenant. C'est que j'ai eu écho, effectivement, en prenant quelques renseignements et en préparant cet épisode, que tu faisais de la préparation mentale, mais par l'apnée. Alors, est-ce que j'ai eu les bonnes informations ? Oui, alors en fait, c'est... je ne veux pas rendre la chose trop belle. L'histoire est belle, mais... C'est moi et un passionné d'apnée qui voulait. On m'a proposé de rencontrer Arnaud Gérald. C'est une rencontre avec. Et de là, voilà, on avait des idées et de là, il m'a quand même beaucoup appris parce que moi j'en faisais de l'apnée et en fait l'apnéiste c'est quoi ? C'est cette capacité en quelques minutes de se mettre dans sa bulle, juste avant une plongée et d'enlever toute pensée, toute chose qui peut consommer de l'énergie finalement. Et c'est ça qui m'a vraiment appris. Et ces techniques-là, tu les utilises pendant une épreuve, quand tu te retrouves seul sur ton bateau au milieu de nulle part à 70 nœuds ? Je les utilise après un effort violent, certaines techniques de respiration, et avant de me coucher, parce que moi j'ai beaucoup de mal justement à déconnecter du bateau, parce que mon bateau il me parle, quand je ferme les yeux je l'entends, quand j'ai des sensations dans le dos, même quand je m'allonge... Et c'est difficile de se couper de la performance d'un bateau, en tout cas pour moi. Du coup, ça me pose des problèmes d'endormissement puisque je suis concentré sur les bruits du bateau et les sensations que je peux avoir. Du coup, par la respiration, j'arrive un peu à me déconnecter. C'est pas encore bien, et ça, c'est de ma faute, parce que j'ai pas assez travaillé. En fait, on peut vous donner les meilleures techniques. Si vous les travaillez pas, ça ne marche pas. Surtout dans un environnement stressant, dans l'action. Si je fais ça chez moi dans mon lit, ça marche très bien. Si je fais ça pendant la compétition, c'est beaucoup plus dur. Ouais, mais c'était intéressant. Stressant et bruyant, parce que c'est vrai que les ultimes vont très très vite, mais ce qu'on ne se rend pas compte, nous on n'est pas sur le bateau, mais c'est que ça fait un bruit assez incroyable. Donc il faut trouver le calme intérieur. Le bruit ne me dérange pas, c'est les différences de bruit qui me dérangent, puisque moi, c'est une signification. Ça a un sens pour moi, avec toutes les années que j'ai, puis maintenant je connais le maximum de Rothschild par cœur. Certains bruits m'alertent sur le fait que le bateau va moins vite. Donc voilà, je sens quand il s'arrête de voler, bien voler, je l'entends tout de suite. Donc ça me perturbe beaucoup. Très intéressant, très intéressant. On va revenir, comme je le fais systématiquement, on va rembobiner un petit peu l'histoire, puisque effectivement j'ai travaillé un petit peu le sujet. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, juste en arrivant et en se présentant, j'ai évoqué le fait que tu étais de passage à Paris, parce que tu es originaire, tu es né à Paris en tout cas. Alors après, est-ce que tu as grandi, est-ce que tu as vécu, tu vas nous le dire, mais tu es né à Paris. Donc comment un Parisien devient le plus grand navigateur aujourd'hui au monde ? Comment un Parisien devient le plus grand navigateur au monde ? Il y a même des montagnards. Le premier vainqueur du Vendée Globe, Tristan Lamazou, est un montagnard. Donc on vient de partout. On peut commencer une carrière quand même assez tard. Malgré tout, moi, Paris, je ne connais pas bien, puisque à 2 ans, mon père a décidé, par amour de la mer et des grands espaces, qu'il ne voulait pas élever ses enfants dans une ville. Et il a quitté son job, il avait fait toutes les choses parfaites, il était dans une grande boîte. Voilà, et il s'est dit, moi, c'est pas ma vie, j'aime la Bretagne, il aimait la mer et les chevaux. Et là-bas, on avait une ferme familiale. Et il a décidé de s'installer là-dedans pour devenir au début agriculteur. Il a vite compris que c'était compliqué. Et voilà, il a fait autre chose. Mais il nous a fait baigner. J'habitais au bord de l'eau. Et je voyais, mon père était passionné de marin. Il m'emmenait sur les départs de course. Ça ne me parlait pas au début, jusqu'à ce qu'il y ait des jeunes
un peu plus âgés que moi, mais quand j'avais 15 ans, qui m'ont inspiré. Et cette Solitaire du Figaro, qui était une course qui a été capitale dans ma carrière et pour beaucoup de marins, la meilleure école, je pense, de course au large au monde, que je voyais devant moi, qui commençaient à s'entraîner ensemble. C'était nouveau, puisqu'avant, les marins étaient tous des aventuriers. Et là, ils commençaient à se structurer. Et il y avait un petit jeune qui s'appelait Michel Desjoyaux, d'abord, Jean Le Cam, que vous connaissez peut-être un peu moins. Enfin, si, il est assez connu, malgré tout, parce qu'il a fait des... On a entendu il parler rire de lui beaucoup un de petit monde peu, voilà. sur le Vendée Globe. Et voilà, et ces gens-là m'ont donné envie, parce que c'était du concret, je les voyais. Et voilà, j'ai commencé à faire ça, et j'ai baigné dedans, en fait. C'est comme un jeune qui est dans un pays de rugby, ben, il baigne dedans. Et... Mais quand tu dis on baigne dedans, mais est-ce que tu as tout de suite fait l'école avec je cherche le nom, c'est les optimistes, c'est ça? On commence non, par. moi, en fait, j'ai pas fait contrairement à beaucoup de mes camarades, j'ai pas fait cette partie. Alors, j'avais un contact très fort avec la mer par la pêche, parce que mon grand-père pêchait beaucoup et j'étais tout le temps en mer. Donc, j'avais quand même du sens marin. Mon père était un des premiers planchistes, donc je touchais au vent. Mais le bateau m'ennuyait parce que je trouvais ça trop lent à l'époque et je n'avais pas compris la dimension intellectuelle au début, en tout cas. Il y a toujours un lien avec la vitesse dans ce que tu commences à nous dire. Il y a toujours un lien avec la vitesse. Mais moi, en préparant cet épisode, la première ligne que j'ai sur Charles Caudrier, c'est 99. Voilà. Bon, en 99, il intègre le centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Mais 25 ans. Donc avant, entre tes 2 ans où tu arrives au bord de mer et 25 ans, tu as fait quoi? Quel était ton sport? Quels étaient tes sports? J'ai commencé par l'escrime. C'était le sport où j'étais sans doute le plus doué. Après, j'ai dû abandonner l'escrime parce que pour mes études, j'étais pas au bon endroit et j'ai perdu mon maître. Et ça c'était vraiment une histoire de personne, comme quoi des fois ça se joue à rien. Je me suis mis à ce moment-là à fond dans le golf, avec l'espoir de devenir golfeur pro, et puis un peu de tennis, mais j'étais pas très doué, meilleur en golf certainement. Et puis donc toujours la compétition quand même. J'aimais la compétition et je me plaisais dans la compétition. Compétition, performance. Ouais. J'aimais cet état d'esprit, cette concentration. J'étais pas un enfant qui avait du mal à se concentrer, peut-être, ou plutôt actif, et ces sports-là me focalisaient sur un truc. Donc toujours à fond. Et c'était toujours très. Et puis un jour, j'ai mis les pieds sur un bateau. Un Figaro justement. Et là, quel âge, tu te souviens? 15 ans. Enfin, avant je touchais un peu, mais à 15 ans, j'ai fait ma première régate. Et ma première course. Et tout de suite, le solitaire m'a attiré parce que je baignais là-dedans. Ma première course à la barre d'un bateau, j'étais en solitaire. Et ma première nuit en mer, en course, c'était en solitaire tout seul. Et voilà, je suis rentré là. Mais j'avais un objet. À l'époque, la voile était un sport très d'aventurier. Ça se structurait. Très difficile de gagner sa vie, évidemment, avec des parents qui s'inquiétaient. Ils m'ont dit, fais tes études, après tu fais ce que tu veux. Donc tu as fait tes études? J'ai fait mes études, mais dans la mer. Dans la marine marchande, voilà. C'est ça? Et en 99... Avec un objectif précis? Un objectif précis, non. En me disant, ça me rapproche de la mer. Et ça a un lien avec ce que je veux faire. Un jour, je finis mes études et après, je ferai une année pendant mon service militaire pour ne pas la perdre. Je faisais déjà beaucoup de régates, et puis à l'époque, les gens n'ayant pas d'argent, j'intégrais beaucoup d'équipages très forts, et du coup j'avais le statut d'athlète de haut niveau de la Fédération française de voile, qui m'a permis de faire pas le bataillon de Joinville, mais sport armé, et d'être complètement détaché à faire ce que je veux, à trouver un sponsor. Et en 99, je fais ma première année en fait comme un pro pendant mon service. Génial. Avec un objectif, je dis, si je gagne le classement BISUC et le classement des premiers participations, je continue. Ce que tu as fait. J'ai gagné, mais j'ai perdu. J'ai pas trouvé de sponsor à l'année après, donc j'ai arrêté. J'ai recommencé la marine marchande 6 mois et j'ai craqué. Au bout de 6 mois, j'ai dit bon allez, j'abandonne tout. Et ma plus grande motivation, c'est de jamais retourner faire ce métier-là. Donc il faut que je gagne des courses. Est-ce que tu as fait quelques années plus tard en 2004 parce que tu gagnes. Voilà. Tu gagnes la solitaire. Alors c'est vrai qu'on va pas refaire toutes les lignes, sinon on en a pour une demi-journée de toutes les victoires. C'est une victoire importante. Voilà, ça va être ma question justement. Est-ce que cette victoire est un tournant dans ta vie d'homme, dans ta carrière? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? En fait, j'avais dit à mon père, si je veux faire de la voile, il faut que je réussisse. Et pour moi, j'aime bien la méritocratie. Il faut la mériter. Si je veux passer à l'étape suivante, il faut gagner la solitaire du Figaro. Et à l'époque, c'était un peu ça. Je déplore un peu aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde. Et des fois, c'est plus important d'avoir des followers sur Instagram que d'être bon en voile. Ça me fait beaucoup de peine. Et cette solitaire du Figaro, pour moi, c'est un marqueur. Et il n'y a pas de recette. Tous les vainqueurs des dernières routes du Rhum, Grand Vendée Globe, viennent tous quasiment de cette mini transat ou de la solitaire du Figaro dont je parle. C'est un incontournable. Pour moi, c'est la meilleure école. Voilà.
Et voilà, donc j'ai gagné cette course et pour moi ça m'a ouvert plein de portes parce que quand tu as cette étiquette de vainqueur de la Solitaire du Figaro, les gens savent que tu as du potentiel. La Solitaire du Figaro, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le milieu, donc c'est une course à la voile mais par étapes, c'est ça ? Alors des étapes très courtes, voilà. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur en termes de sommeil, 3-4 jours, tout le monde a le même bateau, c'est pas une course à l'armement parce que justement c'est des bateaux petits, donc on peut démarrer tôt et avec des petits budgets on peut gagner. Ce que j'ai fait moi en 2004, j'avais pas un budget monstrueux, mais j'avais un bon sponsor, mais c'était pas non plus indécent. Et j'ai pu gagner parce que tout le monde a le même bateau. Et quand tu dis que c'est une bonne école, c'est quoi ? C'est sur la stratégie justement, sur le sommeil, quand tu dis que c'est vraiment l'école. Ouais. Surtout, effectivement. Il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique pour savoir naviguer. C'est plus dur de naviguer autour de la Bretagne que de naviguer au milieu de l'océan. Et là, on est au contact. 58 bateaux sur la ligne de départ, ça n'existe dans aucune course au large avec tout le monde le même bateau. Quand moi je l'ai gagné. Et donc chaque centimètre sont précieux, c'est très très dur. C'est pour moi la course la plus dure à gagner en course au large aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant d'entendre ça de ta bouche en fait, d'expliquer que c'est une course la plus difficile à gagner. Et puis ensuite, tu la gagnes, donc c'est un vrai marqueur pour toi, tu l'as dit, tu développes ta carrière. Il y a aussi des multicoques qui arrivent dans le paysage à ce moment-là. En 2009, tu vas remporter le Jacques Vabre avec Marc Guillemot. Et puis là, il y a la rencontre avec une personne qui peut-être est ton mentor, qui est Franck Camas, c'est bien ça ? Est-ce que ça aussi, c'est un tournant dans ta carrière ? Alors Franck Camas, je le rencontre beaucoup plus tôt. Quand je suis étudiant, c'est avec lui d'ailleurs que j'atteins le haut niveau et je commence à goûter le haut niveau. Il débute dans la carrière, il a toujours eu... je suis un de ses équipiers fétiches et il m'a emmené sur plein d'endroits. Donc le haut niveau, je le découvre avec Franck et voilà. Et je le retrouve en 2009, après avoir fait un peu chacun sa carrière de son côté, lui étant au sommet, et me propose de faire une course que je n'avais pas prévu de faire dans mon plan de carrière, qui n'est pas une course française, qui est la course internationale la plus réputée en course au large, qu'on connaît mal en France, parce que la France, c'est un petit peu... On peut comparer aux États-Unis, qui a le baseball et le basket, qui noient le football, là où dans tous les autres pays du monde, le football est le sport roi. Et nous, c'est un peu pareil. On a tellement de courses en France et de densité de courses magnifiques et de bateaux magnifiques que les courses internationales, en fait, les Français, ils vont rarement. Tu parles de la Volvo Ocean Race. Ouais. C'est pour toi, c'est la Coupe du Monde, c'est ça, de la voile. Comment tu pourrais la classer, cette épreuve ? C'est la Coupe du Monde de la course au large en équipage. En équipage. Ouais. Voilà, c'est la course que Tabarly n'a jamais réussi à gagner. Et il en a gagné toutes. Ça, c'est là. C'est la course qui s'appelait à l'époque la Whizbread, qui a fait... Voilà, à l'époque, il n'y avait pas le Vendée Globe, il n'y avait pas tout ça. C'est la course la plus ancienne, sans doute. Et c'est une course incroyable de niveau international. Donc avec Franck Camas, tu participes à la route du Rhum. Donc c'est votre première. La route du Rhum, c'est un solitaire. Je le route sur la route du Rhum. Voilà, c'est ça. Je fais son routage. C'est ce que j'allais dire. Tu deviens routeur et tu es un des deux routeurs. Donc ça, moi, ce métier, cette mission m'intéresse tout particulièrement parce que je trouve que c'est une partie extrême de la stratégie. Donc c'est observer les vents, c'est avoir toujours un temps d'anticipation. Et ce qui fait que l'année suivante, là, tu intègres vraiment le team, tu es vraiment avec lui sur la Volvo Ocean Race. Est-ce que ça a été quelque part une porte d'entrée 2010 ? Est-ce que c'est le fait d'avoir routé correctement qui te donne cet accès en 2011 à cette course magnifique ? Non, j'étais déjà dans l'équipe de la Volvo, mais Franck avait ce projet de route du Rhum complètement fou, avec le premier à faire sur un gros bateau. Personne ne croyait qu'il pouvait mener ce bateau tout seul. Il l'a prouvé. Et maintenant, on a tous des bateaux de cette taille-là. C'est ça. Ouais. Et voilà, j'ai participé à ça parce qu'il avait confiance en moi. Mais j'étais déjà en train de préparer la Volvo dans l'équipe. C'est aussi le métier de routeur. Ça, et je devais faire navigateur remplaçant. Donc j'étais avec Jean-Luc Nélias, qui était le navigateur principal, un des plus grands navigateurs français. Et moi, j'étais son remplaçant. Donc ça nous entraînait aussi à préparer la Volvo Ocean Race. On travaillait ensemble. Intéressant. Et c'est vrai que le métier de routeur, c'est aussi probablement avec toute la technologie aujourd'hui, toutes les datas qui existent, un métier qui a probablement évolué. Même si toi, aujourd'hui, c'est toi qui es à la barre, donc tu as forcément des personnes dans ton équipe qui sont routeurs. Est-ce que c'est un pôle que tu t'y intéresses énormément ou est-ce que tu laisses vraiment cette tâche-là à des spécialistes ? En fait, avant, c'était beaucoup des météorologues, il n'y avait pas toutes les données qu'on a. Aujourd'hui, on a des données tellement précises que finalement, les meilleurs routeurs sont presque devenus les marins parce que c'est de la stratégie. Et voilà. Et oui, alors en fait, on n'est pas tout le temps routé. C'est pour ça que nous, sur beaucoup d'épreuves, il n'y a qu'en multicoque qu'on a le droit au routage. Dans toutes les autres courses, on n'a pas le droit. C'est intéressant d'avoir cette capacité à... Donc, nous, on a développé cette qualité. Moi, je peux router quelqu'un, je le fais bien. Ce n'est pas un truc que j'aime
beaucoup faire, mais ça m'intéresse quand même. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi, mais je peux router, donc j'ai un regard critique. Mais là, en l'occurrence, sur le Maxime Rothschild, quand je suis en solitaire ou en double, j'ai le droit au routage et c'est une aide précieuse et ça nous permet d'affiner la stratégie vraiment. Voilà, lui, il est à terre, il a toutes les données du bateau et il nous aide à définir la meilleure route. Ça ne veut pas dire qu'on le suit à l'aveugle comme certaines personnes s'imaginent. Bien au contraire, on a un regard très critique là-dessus parce que nous, on a les sensations du bord et on lui dit si son plan de route est réalisable ou pas. De connaître tout ça, l'envers du décor est très intéressant. Et puis ensuite, on va se concentrer sur cette épreuve dont tu parles, qui est la référence dans la course au large avec équipage, qui est la Volvo Ocean Race. Et puis on t'annonce effectivement le jour de ton 40e anniversaire, le 26 février, je donne l'âge, et tu excuseras Charles, mais 26 février 2014, on t'annonce effectivement que tu seras nommé skipper, que tu seras le skipper d'un bateau chinois, Gongfeng. Est-ce que là aussi, on a parlé tout à l'heure de la solitaire qui est un virage, est-ce que là aussi c'est un carrefour dans ta carrière, le fait on te dit, voilà, on te confie ce projet? Oui, c'est complètement un carrefour parce que finalement, quand on gagne la solitaire du Figaro, souvent, ça nous ouvre les portes d'un sponsor. Et moi, c'est pas arrivé. C'était 1 sur 2. Moi, j'étais le 2 qui n'avait pas de chance. J'avais pas de frustration parce que j'avais joint beaucoup de beaux projets, mais j'étais toujours coéquipier, le double, et on m'avait jamais confié la barre. Et même, on me disait, vous avez 40 ans, et d'ailleurs, juste avant, j'avais une déconvenue puisque j'étais en finale pour une sélection, et on me dit, vous avez 40 ans, on vous connaît pas, vous avez jamais skippé de bateau, donc on pense que... Je dis, mais si on me donne pas ma chance, je peux pas m'exprimer. Et ils ont préféré prendre quelqu'un de plus jeune parce que François Gabard venait de gagner ils avaient cette image du parfaite du trentenaire qui arrive, qui gagne tout. Et voilà, donc c'était un peu une déception, mais direct derrière, mon palmarès et mon expérience par des connaisseurs, parce que là, les gens je pense qui ont fait la section non plus n'étaient pas forcément très connaisseurs. C'est parfois, on m'a fait confiance pour mes compétences et ça me faisait plaisir et pas pour d'autres choses. Et ça m'a permis effectivement de changer de dimension. Voilà. C'est parfois, d'ailleurs, moi je revendique ça pour plein de gens parce qu'il y a plein de gens de talent qui trouvent pas de bateau et des gens très médiocres qui malheureusement trouvent de l'argent et sont au départ de course et on a l'impression que c'est des stars et c'est vrai que c'est un peu le défaut de notre sport. Voilà, il y a des choses qui me chagrinent un peu et voilà, mais du coup moi j'ai eu cette chance tardive de pouvoir m'exprimer et après ça s'est enchaîné. Et quand on te confie ce projet, j'imagine que c'est la gagne que tu vas chercher. C'est compliqué parce que c'est une équipe, il faut une équipe avec toi, il faut trouver des équipiers. C'est très compliqué parce que moi, évidemment, je vise la gagne. On me dit, mais il faudra que tu prennes des marins chinois à bord. Je dis, pas de problème. Il va voir, il y a un super niveau. Je débarque en Chine et là, je tombe soit sur des gens qui ont fait de la voile olympique mais qui n'ont aucunement envie d'être là et qui sont obligés d'être là parce que en Chine, on ne décide pas toujours de son avenir, ou des jeunes ultra motivés mais qui n'ont aucune notion de ce que c'est, qui n'ont jamais passé une nuit en mer. Et finalement, c'est ces jeunes-là qu'on choisit parce que les gens de la voile olympique étaient doués, n'étaient pas du tout à l'aise sur un bateau, malades et n'avaient pas du tout envie d'y aller. Et on a dit, mais sur une course aussi difficile dont je sortais, donc je savais de quoi on parlait, c'est pas possible. Donc on s'est retrouvé avec des jeunes. Donc à un moment, on nous demande d'aller faire le championnat du monde de foot avec. Donc on était 9 à bord à l'époque, 8 à bord. Et au départ, le contrat, c'était vous devez prendre 4 marins chinois. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, c'est la moitié d'une équipe. Et dans 6 mois, on avait que 6 mois pour se préparer, là où j'avais mis 2 ans avant. Vous voulez qu'on soit face aux meilleurs? Je dis, mais ça me pose même un problème de sécurité. Donc j'ai réduit le nombre de marins chinois à 2. Et heureusement, en fait, ils ne voulaient pas, parce que les sponsors ne voulaient pas, enfin les organisateurs qui avaient confié ce projet. Et en fait, heureusement, il y a un Chinois qui est tombé à l'eau la première étape qu'on appelait la leg 0 qui ne comptait pas. Et je dis, voilà, vous voyez ce qui s'est passé. C'est un manque d'expérience. Il est tombé à l'eau à un moment où il n'aurait pas dû. On l'a récupéré, je vous rassure. Et j'ai dit, moi, je suis responsable de ces gens-là, je n'en prends que 2. Et en fait, c'était déjà compliqué. Mais très rapidement, on s'est retrouvés en tête de la course. Et là, on nous a dit, non, mais vous n'êtes pas là pour gagner, vous êtes là pour raconter une histoire. Vous allez reprendre plus de marins chinois. Et là, j'ai dit, non, c'est un problème. Alors justement, sur cette histoire, moi, j'ai une personne dans mon entourage qui te connaît, qui a fait partie de ce projet. Et qui, quand je lui ai dit, je rencontre Charles, il m'a dit, tu lui parleras de cette anecdote. Il m'a expliqué, il m'a dit, c'est juste une des plus belles histoires du sport. Il m'a expliqué, tu lui diras, de te parler du leg 0 dont tu parles, qui en fait, le leg 0, pour les gens qui nous écoutent, c'est ce qui remplace les épreuves de qualif. C'est bien ça, c'est un petit peu les épreuves de qualif. Et il m'a expliqué qu'en fait, on vous a qualifié des Rasta Rockets de la voile. C'est-à-dire qu'on ne vous donnait aucune chance, effectivement, à travers ça. Et ce que tu viens de nous décrire, il m'a aussi parlé effectivement de personnes qui tombent à l'eau, donc tu viens de nous expliquer.
Et en fait, ce scénario a fait que les gens ont commencé à avoir du discrédit sur votre projet. Mais là où l'histoire est belle, c'est que 4 ans plus tard, vous gagnez. Tu gagnes en tant que skipper. Oui, on est en tête de cette première édition et on casse le mât à un moment, pas de notre fait d'ailleurs, hein, il y a un problème de conception et de construction parce que tous les mâts étaient les mêmes, on avait les mêmes bateaux, tous, et on perd toute chance de gagner. On finit quand même sur un beau podium, mais très frustré. L'édition d'après, on gagne. Voilà. Mais toi qui as l'air d'être tourné quand même très... quand tu fais quelque chose, c'est pour gagner et aller très très vite. Quand tu vois toutes les critiques qui à ce moment-là, moi je ne suivais pas ça à ce moment-là, mais de ce que tu dis, de ce que l'on m'a dit, était assez difficile. Que tout le monde connaît le film Rasta Rocket, donc on peut très bien s'imaginer de toutes les critiques qu'il pouvait y avoir envers toi. Est-ce que ça t'a blessé ? Est-ce que ça a renforcé ta volonté de prouver le contraire ? Quel impact ça, ou alors est-ce que ça n'a eu aucun impact sur toi ? Ça a glissé En fait, ça a été à l'Alex 0 quand on a perdu un mât et on perd aussi une voile. Oui, c'est ça. Moi, il m'a parlé de voile. Voilà, on perd une voile et un marin, ils en ont pas parlé évidemment. Et en fait, c'est les réseaux sociaux. Ça m'a pas blessé parce que les commentaires, il y a beaucoup de commentaires. C'est là qu'a commencé une certaine haine pour les réseaux sociaux, on va dire. Enfin, je trouve mais on voit que toute la haine se déverse dans les réseaux sociaux. Ça m'a pas affecté. Non, ce qui m'avait affecté, c'était que quand quand on perd une voile au départ de la course, parce que et donc il y a toujours des gens qui font des commentaires, qui connaissent rien à notre sport. Ce qu'ils savent pas, sur ces bateaux-là, on passe notre temps à passer les voiles d'un côté à l'autre et qu'il y a toujours un risque d'en faire tomber une à l'eau parce qu'on fait ça dans la mer avec de la gîte et les voiles sont très lourdes et à un moment on les jette sous le vent et en général, elles restent toujours à l'intérieur, il y a quelqu'un qui les retient. Et là, on fait tomber une petite voile par inattention sur le départ. On est en tête à ce moment-là. On récupère la voile en moins d'1 minute et 30 et on repart et on est en tête. Et mais l'histoire, en fait, c'est un peu Netflix. Et sur la Volvo, ils étaient très avant-gardistes sur la vidéo et ils racontaient les histoires. Ils se sont dit, oh là, on a une super histoire. Les marins chinois qui perdent une voile, qui découvrent la voile. Et donc, au lieu de raconter qu'on était en tête, qu'on récupère la voile et qu'on repart, ce qu'ils auraient fait pour n'importe quelle autre équipe, ils nous ont fait passer pour des idiots. Et moi, qui suis quand même très nerveux sur les départs, je me suis énervé parce que j'ai râlé je m'énerve parfois contre moi-même, mais aussi. Et j'ai râlé, j'ai dit, c'est pas possible de faire une connerie comme ça, alors qu'il n'y avait aucun enjeu, puis c'était l'Alex 0. Et ils ont tourné tout ça de façon. Ils ont voulu raconter leur histoire. Et c'est là qu'on a commencé à se bagarrer avec eux et que j'ai dit à la fin, vous m'emmerdez, je pars avec 2 marins chinois parce que des raisons de sécurité. Et en fait, ils ont tourné, c'était la ligne éditoriale, les Chinois qui connaissent rien. Et les gens disaient, ils sont tellement nuls, ils vont même pas arriver à l'arrivée du premier truc, c'est qui ce marin français parce que personne ne me connaissait. Bien sûr. Et la première étape, on gagne, là, on fait 2 et l'étape d'après, on fait 1. Et là, les gens ont commencé à nous trouver géniaux. Mais voilà, c'est... Mais ça m'avait blessé parce que sur cette épreuve-là, effectivement, en 2014, vous remportez 2 étapes. Faites 3e au général, mais là où l'histoire est belle et de ce que me décrit la personne dont on a le contact en commun, je te dirais hors micro qui est cette personne, mais pour lui en tout cas, c'était une des plus belles histoires du sport. Donc voilà, je voulais te partager cette histoire et je voulais surtout que tu nous la racontes et tu l'as fait avec tes mots. Et puis donc effectivement, tu gagnes en 2017 la Coupe du Monde, comme tu l'as dit, ce que tu qualifiais de championnat du monde de la voile en équipage. Tu es nommé, on te décerne le prix de marin de l'année en 2018. Donc là, quand on a la carrière que tu as, quand on a réussi ce que tu as réussi, qu'est-ce qu'il y a après en fait ? Tu te dis quoi ? C'est quoi le next step quand on gagne la Volvo Ocean Race ? On a envie de quoi derrière ? C'est une bonne question et je n'avais pas la réponse. Et notre sport est très ingrat pour ça. Comme je te disais, il y a des gens talentueux qui ont... Et en fait, ça peut s'arrêter très vite. Et je finis la Volvo et là, derrière, j'ai rien en fait. Et là, tu sais qu'il faut que ça aille vite parce qu'on t'oublie vite. Et je commence à démarrer un projet, mais je retourne en Figaro. Donc, c'est les retours au début. Mais ce que j'aime bien, parce que j'adore cette course, mais c'était pas... Mais bon, voilà, tu passes de faire la Coupe du Monde t'es dans l'équipe de France de rugby et puis on te dit maintenant tu vas jouer jouer national. Ouais. C'est dur. Et puis mon téléphone sonne un jour et on me dit est-ce que on va changer de skipper chez Itana, est-ce que ça t'intéresse de postuler ? Tu as déjà fait des choses pour nous, ça s'était bien passé. On aimerait te... Tu avais déjà navigué sur Ultime ?
Non, Avant mais des ultimes à l'époque. Il n'y en avait pas. Et volant, il n'y en avait que 2 ou 3. Voilà, et c'est c'était ça. le premier, celui-là. Donc, et je le voyais, ce bateau. Et c'est vrai que je connaissais cette équipe puisque je travaillais avec eux. Et j'étais parti faire la Volvo. Et j'avais donc. J'aurais pu naviguer dessus peut-être, mais j'étais parti faire ça. Et voilà. Donc, et puis on me propose ça. Et à l'époque, je ne savais pas très bien. Effectivement, je me posais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ça va être dur de revenir. Puis je commence. Surtout, on s'en rend compte doucement parce que le truc s'arrête. On est content quand ça s'arrête parce que c'est très dur comme course. Mais à un moment, on se dit mais là, C'est quoi la suite ? c'est quoi la suite ? Et c'est une histoire d'opportunité, de chance. Et j'avais des chances que d'avoir ce bateau. Il y en avait peu. Et je me retrouve en 2009 très rapidement skipper de ce bateau avec en plus, l'histoire est belle, avec mon ami d'enfance, Franck Camas. Voilà. Et donc, effectivement, tu rejoins le team en 2019. Donc, les bateaux ultimes, comme tu l'as dit, à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup, hein, puisque Gitana avait sorti le premier en 2017. Et quelles ont été tes sensations la première fois où tu voles ? C'était magique parce que ça reste du bateau. Hein, mais je ne savais pas exactement quelle était la sensation. Et c'est surtout sur un bateau de telle taille. J'avais déjà volé, mais sur des petits bateaux. Et là, de faire voler, ça nous paraissait impossible il y a 2 ans avant ça, donc personne ne le croyait. Et ça a été incroyable, quoi, parce qu'évidemment, ils volent très facilement. Et puis surtout, je me posais des questions, parce que le multicoque, ça fait peur, ça chavire. Je me disais, ok, c'est bien, mais est-ce que je vais vraiment être capable de mener un bateau comme ça ? Et en fait, très vite, je me suis senti à l'aise sur ce bateau, et j'ai repris goût à la navigation, parce qu'il y avait un nouveau challenge, je découvrais, j'avais l'impression d'être comme... l'année où je me suis lancé en 99, quand je me suis lancé sur mon premier Figaro, que j'ai vu c'était un détail, mais mon nom sur mon petit bateau, ça c'était une fierté incroyable. Et là je me dis putain, celui-là il est énorme et bientôt un jour je serai tout seul dessus. Et ça c'était. Et chaque jour qui passe, auquel je passe sur ce bateau, je prends du plaisir. Et c'est vrai que tu expliques que c'est une équipe de Formule 1 en fait. Hein. Toi, tu es le skipper, mais derrière, c'est une équipe de Formule 1. Ça veut dire que tout le monde a une mission bien précise pour optimiser un maximum ce bateau. Comment est-ce que tu travailles avec l'équipe justement depuis 2019, pardon. Ouais, moi j'ai été ça dépend beaucoup des marins. Il y a des marins qui s'intéressent pas moins à la technique, d'autres beaucoup. Moi, j'ai été à l'école avec Franck, on va dire, des projets technologiques. Et Franck, lui, c'est presque lui qui décide des fois décide tout sur son bateau, avec les architectes évidemment, mais il les challenge toujours. Et du coup, on a toujours eu cette culture de s'impliquer énormément. Et on se challenge beaucoup sur les idées, les conceptions. Donc moi, je suis tous les jours presque au bureau. Et tout ce qu'on fait sur le bateau, je veux savoir ce qui se passe, je veux comprendre et je veux donner mon avis. Donc on est très très en lien. Et d'ailleurs, c'est les profils qui marchent. Maintenant, vous voyez, moi j'ai fait des études quand même plus ou moins scientifiques, puisque dans la marine marchande, on faisait les deux, mais les profils qui émergent, et notamment, c'est souvent des ingénieurs, en fait, parce que c'est des bateaux. Donc voilà, sur le départ de la prochaine course, Tom Laperche, il est ingénieur, Armel, il a fait une formation d'ingénieur. Voilà, on est tous vraiment issus de ça, et voilà, François Gabard, qui a eu une carrière éclair, ingénieur aussi. Donc en fait, comme quoi on peut faire des études et du sport de haut niveau. L'avantage de la voile, c'est qu'à 50 ans, on est encore dans le match, ce qui n'est pas possible. Ouais, mais ça c'est intéressant parce que alors moi je suis dans une discipline qui est totalement différente. Hein, c'est le cyclisme très très longue distance et il y a une approche sur le sommeil qui est un peu similaire avec vous les navigateurs. Moi je travaille avec un spécialiste du sommeil pour mes épreuves et celui-ci m'expliquait que dans la voile, effectivement, avant c'était les aventuriers comme tu l'as dit. Et ces aventuriers-là, pour eux, pour être performants dans une épreuve de très très longue distance ou très très longue durée, il fallait dormir en gros quand tu t'effondrais, quoi. Tu vois, fallait aller au bout, et puis quand tu t'effondrais, tu t'endormais à la barre, voilà, c'était ta pause sommeil. Et effectivement, toute cette catégorie de jeunes diplômés sont arrivés. Et vous avez réfléchi en fait. C'est-à-dire que vous avez réfléchi à comment optimiser le sommeil. Et effectivement, depuis, les marins dorment beaucoup plus et sont plus performants. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et effectivement, là, on va accélérer légèrement, même s'il y a eu entre-temps la victoire de la Transat Jacques Vabre. La Transat Jacques Vabre, effectivement, la route du Rhum, avec un départ incroyable. Hein. C'est vrai que ça aussi, c'est une particularité. Sur vos épreuves, vous avez un village départ qui est ouvert 10 jours, 15 jours avant. Et il y a une foule incroyable. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'être au départ, alors pas au départ même, parce qu'il avait été décalé l'année passée, mais sur la route du Rhum, j'ai été à Saint-Malo et j'ai été incroyablement surpris de l'ambiance. Alors vous, en tant que navigateur, est-ce que
Est-ce qu'on profite de ces moments-là d'avant-départ ou est-ce que vous êtes déjà dans votre bulle, dans votre préparation d'aventure ? On profite un peu, c'est sympa. Ce qu'on aime bien, quand tous les bateaux sont dans le bassin, qu'on se retrouve tous, toutes les catégories, on retrouve plein d'amis, on aime bien. Mais assez vite, on rentre dans notre bulle et effectivement, la foule, ça, il y a des moments d'échange sympas, mais à un moment, on sature parce que voilà, les gens sont très sympas, ils veulent tous te parler. Mais à un moment, tu es dans ton truc et tu n'arrives plus à te connecter. Donc moi, mon équipe me protège beaucoup aussi de tout ça. On essaie d'organiser, mais ça fait partie du job après de rencontrer les gens, de rencontrer les sponsors, de les faire visiter le bateau. Ouais. Sans eux, on ne pourrait pas faire notre sport. Donc il faut jouer le jeu. Clairement. Mais on essaie de se protéger. Alors sur la route du Rhum, départ de Saint-Malo, donc tu gagnes l'épreuve, tu bats le record. Ce départ avait été décalé, je crois, d'une semaine ou 6 jours. Non, 3 jours. Ouais. 3 jours. Psychologiquement, qu'est-ce que ça change pour toi ? C'est-à-dire que tu te concentres probablement sur un départ tel jour, telle heure, et puis on t'annonce qu'il sera décalé. Qu'est-ce que tu as fait pendant 3 jours ? En fait, je suis rentré chez moi, parce que j'habite pas très loin. Et puis je me suis reposé. Mais en fait, c'était pas mal, parce que justement, toute cette foule avait... Voilà, c'était un mercredi le départ, donc en semaine, les gens s'étaient organisés. Donc on n'avait pas tout ça. Donc en fait, je suis arrivé très très frais sur la course, très peu de sollicitations juste les 2 jours avant. Et j'ai pu me concentrer, c'était presque mieux. Ah oui, pour nous, c'était mieux. Ce qui est un peu dur, c'est d'attendre quand tu ne sais pas si tu vas partir ou pas. On savait que la météo était très mauvaise et assez rapidement, moi, on m'a demandé mon avis. J'ai dit là, je crois qu'on ne pouvait pas envoyer 150 bateaux. Alors ça, c'est une question justement. C'est qu'il y a quelques années, on avait moins de data. Est-ce que des épreuves comme aujourd'hui, on les aurait quand même lancées malgré les conditions météo ? Ou est-ce qu'il y a quelques années, il y a déjà des épreuves qui avaient été décalées ? Non, c'est assez récent et c'est lié à des drames souvent, des choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, il faut toujours un responsable. Et même si nous signons un papier en disant qu'on s'engage à faire, et on peut choisir, le problème c'est que l'organisateur, il est toujours responsable. Donc il ne peut pas prendre ce risque-là, clairement, aujourd'hui. Ça arrange personne, mais c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de courses décalées. Parce qu'on a les moyens, mais on sait aussi on sait ce qui va se passer. Et, il y a des conditions, on est convaincu qu'il y aura des catastrophes matérielles, mais ça humaines. Et puis on ne peut pas demander à des gens de prendre des risques. On y va, c'est pas grave, ils veulent venir nous chercher. Ils prennent des risques quand ils viennent nous chercher. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça et c'est très bien. Et en plus, on sort de la course, des fois on n'est plus en mode course, donc c'est moins intéressant en plus même pour tout le monde. Avant qu'on arrive sur l'Arkea Ultimate Challenge donc, qui va débuter dans quelques jours, est-ce que toi, justement, en mer, tu as déjà eu un sauvetage ? Est-ce que tu as déjà eu des grosses frayeurs ? Ou est-ce que tu as toujours maîtrisé, c'est difficile de dire ça, mais essayé de maîtriser au maximum les éléments ? Ou est-ce que parfois, tu as vraiment eu la frousse ? Non, j'ai été plus ou moins préservé de ça. Je n'ai pas vécu de choses dramatiques. J'ai chaviré une fois, mais c'était en pleine journée... sur une course à la journée avec des hélicoptères au-dessus de nous, des bateaux partout. Donc sécurisé. 10 minutes, j'étais sorti de l'eau. Mais j'ai vu la panique. Moi, j'ai pas paniqué, mais j'ai vu la panique dans certains de mes camarades, effectivement. C'est quand même quelque chose de chavirer sur un bateau. En plus, on fait une grosse chute, parce que le bateau faisait 18 mètres de l'eau. On est tombé quasiment, on a fait une chute de plus de 10 mètres. Voilà. Par contre, j'ai vécu quand même un drame par procuration, on va dire, puisque sur la dernière édition de la Volvo, on a perdu un marin et à ce moment-là, on était dans la tempête. Et moi, j'étais skipper du bateau. Et il fallait que j'ai quand même prévenu les autres personnes. J'ai réfléchi longtemps et je l'ai fait parce que dedans, j'avais des gens. Je voulais leur dire, les gars, là, la course, on la met de côté. Pensez à vous, à vos familles. Et puis, on fait gaffe. Et j'ai hésité parce que je savais que ça allait beaucoup perturber certaines personnes. Ouais. Mais la décision, ça a été de dire, bon les gars, moi la course là, c'est pendant 24 heures, je veux vous garder à bord. Ouais. C'est ma seule priorité. Bon, intéressant et inspirant. Et puis on arrive sur ce Arkea Ultimate Challenge. Est-ce que tu peux nous présenter avec tes mots cette épreuve qui va débuter dans quelques jours ? Elle porte bien son nom, elle est ultime parce que les bateaux, c'est ce qui est de plus grand et de plus rapide au monde. Elle est ultime parce qu'en plus on va être en solitaire sur ces bateaux géants et elle est ultime parce que le parcours, on ne peut pas faire plus grand, c'est le parcours XXL, c'est le tour du monde classique puisque finalement qui est le parcours du fameux record qu'on appelle le trophée Jules Verne, qui est un record qui a été né il y a 30 ans où l'objectif c'était de faire moins de 80 jours autour de la planète. On part de Brest, on passe sous tous les caps, Bonne Espérance et puis après on va vers le Cap Horn et on remonte. Et voilà, et aujourd'hui, c'était il y a 30 ans, c'était 80 jours.
Et nous, aujourd'hui, on tourne en moins de 50 jours autour de la planète, le record étant même à 40 jours. Donc, 40 jours. donc Alors, voilà. c'est Bruno Perron qui a 30 ans, en 93, il avait Voilà. fait avec un équipage de 5 personnes, effectivement, 79 jours et quelques heures. Et aujourd'hui, voilà, c'est des bateaux qui, comme tu l'as dit, hein, qui sont hyper rapides. Quel est selon toi, s'il y avait une échelle de temps du premier, tu penses qu'il va être sur quoi, 40 jours, 35 jours, 45 jours? Non, Alors, c'est difficile, hein, parce qu'il y a le des bateau a conditions, le mais- potentiel de faire moins de 40 jours, mais pour ça, il faut un Conditions- enchaînement météo Parfait. exceptionnel qui peut-être n'arrivera jamais d'ailleurs. Et puis en plus, on a des limites de glace qu'on n'a pas en record. Alors en record, on fait n'importe quoi, on descend raser les glaçons. Parce Ouais. qu'évidemment, Là, vous plus on pouvez pas s'approche du descendre, pôle, bien plus la sûr, route est c'est plus courte. court, bien sûr. Et là, on a des limites de glace qui sont assez nord, donc ça nous rallonge la route en distance, mais aussi météorologiquement, elle est moins rapide. Donc voilà, mais les bateaux sont tellement performants qu'on va sans doute tomber la barre des 50 jours. Et il y a quelques années, le record était au-dessus de 50 jours. On n'est pas si longtemps que ça qu'on est passé sous cette barre des 50 jours. Donc bon, on vise une moyenne de 45 jours, mais je ne suis pas capable de vous dire entre 40 et 50 ce que je vais mettre. Combien de tours du monde tu as déjà fait, que ce soit en équipage ou... J'en ai fait trois en fait. Je n'ai pas fait énormément. J'en ai fait 3. Voilà, 3 éditions de la Volvo et puis voilà. J'en ai tenté d'autres en record, mais on n'a pas été très loin. On n'a pas dépassé l'Afrique du Sud. On avait suivi ça. Alors c'est vrai qu'il y a très peu de personnes, hein, qui l'ont fait en solitaire. Hein. Aujourd'hui, il y a une femme, c'est Hélène MacArthur. Il y a 3 hommes, Thomas Coville, Francis Joyon et François Gabard, qui sont parvenus à réaliser cet exploit de faire un tour du monde en solitaire avec des grands multicoques lors des records. C'est vrai que depuis qu'on échange, on sent qu'il y a cette notion de performance, de vitesse, de record. Est-ce que les records, c'est quelque chose qui T'as toujours une envie de record dans un coin de la tête ou c'est les choses viennent en fonction des discussions Moi, avec tes partenaires? j'étais pas vraiment très record parce que en fait, des fois, ça n'a pas tellement de, Oui, il faut pas que ça ait du tellement de sens pour ouais. moi. Mais c'est vrai que d'avoir fait déjà 2-3 tentatives, ça m'a donné envie d'aller. Et j'ai découvert un truc auquel je m'attendais pas. On se bat avec un chrono, on choisit sa météo. C'est aussi un truc d'équipe, donc là c'est en équipage, donc on veut le faire. C'est sympa et voilà, j'ai une histoire maintenant avec ce record et j'aimerais bien être on aimerait bien être la première équipe à tomber la barre des 40 jours, ouais. Ça serait historique. Et ce bateau qui est assez historique c'est un marqueur, hein, il a marqué une révolution et il a gagné beaucoup de courses. Ouais. J'aimerais bien lui rajouter une petite étoile de record. Mais l'hiver prochain, on sera très nombreux à y aller puisqu'on sera tous les équipes quasiment essayer d'y aller. Voilà, mais je suis plus quand même course parce que voilà, on part avec la même météo et on compare des choses comparables. On peut pas comparer le record d'Hélène MacArthur ou à l'époque de Bruno Perron avec ce qu'on fait nous le bateau. C'est sûr. Mais c'est sympa, ça marque, le record marque la météo, mais aussi l'évolution de la technologie des bateaux. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va 2 fois plus vite que n'allait un Bruno Perron il y a 30 ans. C'est quand même impressionnant. Clairement. Alors c'est vrai que c'est le premier tour du monde en course pour les ultimes. Hein. Est-ce que pour toi, parce qu'on parle de voile depuis plusieurs minutes et on n'a pas parlé encore de Vendée Globe. Alors généralement, le Vendée Globe arrive toujours dans les discussions quand on parle de voile. Est-ce que pour toi, ce tour du monde ultime, c'est un peu ton Vendée Globe à toi ? Ah, tout à fait, parce que moi, je rêvais de Vendée Globe. Comme je dis, j'ai jamais eu l'opportunité d'être au départ. J'en ai vu beaucoup. Mais quand on a le palmarès que tu as, à un moment donné, tu vas le provoquer, ce souhait d'être au départ. J'ai quand même eu des propositions récentes, mais avant, non. Il y a une part de chance dans le sport. Il faut que les planètes soient alignées. Il y a des gens exceptionnels qui, eux, mais même des gens exceptionnels, parfois ne retrouvent pas de sponsors. Il y a des gens qui ont arrêté leur carrière. Je pense que Michel Desjoyaux, il avait encore envie de s'exprimer un peu sur l'eau et avec tout ce qu'il avait gagné. Et puis, il n'a pas trouvé de partenaire. Et puis après, on vous oublie un peu. Puis lui, il a peut-être eu moins envie. Loïc Perron, c'est pareil. Des gens qui avaient des carrières, je ne sais pas s'ils ont toujours choisi de moment de s'arrêter complètement. Donc, il y a une part de chance. Voilà, mais je n'ai pas fait le Vendée Globe. Donc, c'était quand même une frustration. Ma principale frustration, quand même, c'est d'avoir jamais pris la route départ de la route du Rhum. Donc, ça, c'est fait. Et le Gitana Team m'a offert ça. Et là, je me venge un peu de mes quelques frustrations. J'ai la chance de pouvoir faire cette première course. Généralement, des frustrations naissent de grandes choses. Donc, on peut s'attendre. Exactement. Et je ne pense pas que plus tard, je me dirais je regrette de ne pas. Maintenant, c'est passé. Et ce que je fais aujourd'hui, j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui que j'aurais pas envie. Si demain, on me dit choisis on te propose le Vendée Globe ou tu restes dans cette équipe.
Moi, je reste dans cette équipe. Alors c'est vrai que rester dans cette équipe, sans réfléchir une seconde. Rester dans cette équipe, alors, au moment où on enregistre, ça a été annoncé il y a quelques heures. Là, on a parlé effectivement de la course qui va démarrer dans quelques jours, mais tu es déjà aussi dans le futur, c'est-à-dire dans l'après, puisqu'il y a eu l'annonce de la construction d'un nouveau bateau. Alors là aussi, parle-nous de ce projet. En fait, le bateau a 8 ans déjà. Enfin, il va arriver à sa 8e année. Et on a beaucoup fait évoluer ce bateau pour rester performant, et puis on découvrait. Et on arrive à un moment, on a une plateforme, on ne peut pas tellement la changer, on est dans les limites. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on repart sur un cycle de nouveaux bateaux ? Il y a beaucoup de nouveaux bateaux qui sont arrivés, le nôtre étant un des plus anciens en volant maintenant, même le plus ancien volant, puisque c'était le premier. On avait des idées et on ne pouvait pas les réaliser sur ce bateau-là. Donc on s'est dit, si on peut... et puis ça fait partie de l'ADN de Gitana, c'est d'innover. À un moment, est-ce qu'on va réécrire la même histoire pendant 4 ans avec le même bateau ? Non, on avait envie de nouvelles choses, on avait de nouvelles idées. Et notre armateur, Ariane Rothschild, aime bien les défis. Si elle avait pas aimé les défis, d'ailleurs, ce bateau n'aurait jamais existé. On n'en serait peut-être pas là où on en est parce que voilà. Et du coup, elle nous a dit, là, on lui a proposé un projet. Elle a dit, ça me plaît. Et donc, il y avait 2 conditions. C'était qu'on fasse une rupture encore et que ce bateau, le Gitana 17, soit vendu et puisse naviguer ailleurs. Il n'est pas encore vendu, mais il y a beaucoup de personnes dessus, donc on sait qu'il va être vendu. Donc les marqueurs sont ouverts et on devait prendre la décision aujourd'hui parce que si on veut être présent sur la route du Rhum 2026, il faut démarrer la construction. Donc c'est parti. On y réfléchit depuis 6 mois en secret. Et puis ça nous plaisait, puis intellectuellement c'était intéressant. Et voilà, donc un bateau existe sur l'ordinateur aujourd'hui. Il n'est pas encore complètement fini, mais on sait les grandes lignes. On est très peu à le savoir d'ailleurs. Et quand on travaille sur un projet comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une réglementation ou est-ce qu'on peut partir dans les projets les plus fous quelque part ? La classe ultime, c'est la classe open, comme on dit, la plus ouverte quasiment. La plus innovante. On doit rentrer dans une boîte. La boîte, c'est 32 mètres de long, 23 mètres de large. Une hauteur de mât maximum qui est 120% de la longueur, comme on est quasiment tous à la longueur maximum. Ça fait des mâts de 38 mètres 40. Voilà. Et là-dedans, on a beaucoup de liberté. On en a restreint quelques-unes parce qu'on voulait éviter, par exemple, une rupture technologique qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est sur les moteurs, c'est-à-dire les voiles. On a vu des ailes apparaître sur les bateaux qui font des courses à la journée. C'est beaucoup plus performant. On parle de 20 ou 30% de plus de performance. Mais c'est très compliqué, ça n'existe pas encore course au large parce qu'on ne peut pas réduire la toile déjà. Et puis le soir, quand vous amenez votre bateau au port, si vous ne tombez pas votre aile, le bateau, pendant la nuit, il peut chavirer. Donc, il peut tout casser. Donc, c'est pas possible. Donc, on a mis des limites pour rester raisonnable. On essaie quand même de faire des projets raisonnables. Donc voilà, mais sinon, on a une énorme liberté. Et ce qui va nous permettre de faire un bateau, je crois, assez innovant la prochaine fois. On va suivre tout ça. Donc la mise à l'eau est annoncée 2025, c'est ça, pour être au départ 2026 ? Ouais, il nous faut au moins 1 an et c'est déjà short, mais on va essayer de relever ce défi, on a l'expérience. Le Gitana 17 a mis plus de 2 ans et demi avant que les gens comprennent que c'était un bateau rapide. Quand je rentrais juste du Tour du Monde, les gens disaient ce bateau est raté, voler au large, ça ne marche pas. Il était avec des grands foils, donc le bateau était plus lourd que les autres, parce que les foils, plus ils sont grands, plus il faut structurer le bateau pour les porter, et puis plus c'est lourd. Et personne ne croyait trop à cette recette, et jusqu'au jour où j'étais là, ce jour-là d'ailleurs, où ils ont trouvé régler des problèmes techniques qu'ils avaient de naissance, et j'ai vu ce bateau, il allait simple, à certaines allures, il allait 4 à 7 nœuds plus vite que les autres. Ce qui est énorme, c'est parce qu'on va, quand on va entre 25 et à l'époque ils allaient entre 25 et 35 nœuds, parfois 40, et lui allait des 4-5 nœuds plus vite, donc c'était dingue. Et là tout le monde s'est dit oui, c'est la recette. Et quelle relation tu nous as dit en tout début d'épisode que ton bateau te parlait. Donc ça c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup d'heures probablement aussi dans le bateau à naviguer, mais quelle relation, comment est-ce que tu fonctionnes quand tu es tout seul comme ça en solitaire ? Est-ce que tu as des routines ? Est-ce que tu as des process ? Comment tu captes ces vibrations ? Est-ce que tu as une recette à toi ? Alors le solitaire, c'est pour être bon en solitaire, il faut être ultra rigoureux. Parce qu'on est fatigué, donc c'est beaucoup effectivement de checklists sur les manœuvres, de choses comme ça, des méthodes, des choses qui sont dans ma tête, mais j'ai quand même quelques checklists pour pas oublier des petits détails qui peuvent coûter très cher.
Et puis après, effectivement, le bateau me parle. Les gens disent souvent, quand ils connaissent pas, on lit beaucoup d'âneries, ah mais c'est plus des marins, c'est pas la même chose, ils ont tellement de technologie à bord. En fait, la technologie, elle nous permet juste d'aller encore beaucoup plus vite. Ouais. Mais la façon dont je règle mon bateau n'a pas changé. Depuis le premier jour où j'ai commencé mes premiers bords, j'ai quand même fait un tout petit peu d'optimiste avec mes sensations. Les sensations sont essentielles. Et du coup, le bateau nous parle avec plein de choses. Nous parle avec le bruit, comme je te disais, les yeux. Le bruit étant quand même assez important. Et après, c'est des sensations aussi dans les jambes, dans les pieds quand je suis debout, dans les fesses quand on est assis. Tout ça nous parle et on sent énormément de choses. Et si on nous coupait les sensations, je préférais qu'on me coupe de l'électronique, même si aujourd'hui c'est quasiment impossible. Mais que si on me coupait de mes sensations, je serais incapable de faire avancer le bateau. Ouais, ça c'est intéressant. Le bruit, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a d'ailleurs des marins qui perdent à un moment donné aussi de l'audition tellement ça fait du bruit. Et puis on va revenir donc justement sur ce Arkea Ultimate Challenge. Quels sont les derniers jours? C'est-à-dire que là on a quelques jours du départ. Au moment où on va diffuser l'épisode, on sera à 3-4 jours du départ. C'est-à-dire que toi, à 3-4 jours du départ, tes cartes météo sont déjà prêtes, tes stratégies des 24 premières heures ou 48 heures sont prêtes. Là, si on se met à la place de l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui, il va sur Internet, il voit que la course démarre dans 4 jours. Toi, tu en es où dans tes étapes à ce moment-là? Ta stratégie est calée? On regarde la météo par curiosité un peu avant, mais à partir de J-3, J-4, tous les jours, on fait un briefing météo où on regarde la stratégie, les questions qu'on va se poser. Quand tu dis on, c'est avec tes équipes? Avec mon équipe, avec les routeurs. Et même quand on n'est pas routé en mer, on a souvent des routeurs à terre qui nous aident pour le départ, au moins pour faire l'analyse des premiers départs. Et sur cette épreuve, vous aurez droit à avoir des routeurs? On aura des routeurs en H24. J'ai voilà. 3 personnes qui vont me suivre, moi. Parce que c'est long et puis que je suis un peu exigeant. Donc ils ont dit 2 ça suffit pas, on va passer à 3. Celui qui me suit m'a dit non mais sur la route du Rhum ça allait, mais là sur le Tour du Monde je fais pas ça tout seul, nous il y a 2, faut qu'on soit 3. Et du coup on réfléchit à la stratégie, on regarde ce qui va se passer, on commence à réfléchir les premières heures, comment on va gérer le bateau, les manœuvres, parce qu'en fait bizarrement les gens c'est toujours plus compliqué de naviguer près des côtes, c'est très compliqué de s'échapper des côtes européennes et c'est souvent là qu'on casse les bateaux. Et c'est pour ça, parfois on dit ils ont cassé dès le départ alors qu'ils doivent faire le tour du monde, parce que les mers sont difficiles et les passages sont difficiles, s'éloigner des côtes c'est toujours compliqué. Et donc on réfléchit beaucoup à notre stratégie, on arrive à voir, mais tous les jours c'est réactualisé et parfois à J-24 on sait toujours pas exactement, on se pose toujours des questions, même le jour du départ parfois on ne sait pas exactement ce qu'on va faire 12 heures après le départ et on se dit on a 4 modèles par jour, donc 0 heures, 6 heures, 12 heures et 18 heures. Certains modèles, c'est d'ailleurs que 2 fois par jour. Donc on réactualise en permanence. Et aujourd'hui, en plus, il y a quand même, alors je ne vais pas faire mon scientifique en herbe, mais je ne sais pas si c'est lié au réchauffement climatique, mais les modèles ont des périodes où ils sont très performants. Et là, en ce moment, ils sont perturbés parce qu'il y a beaucoup de paramètres classiques qui changent. Alors ça va être ma question justement. Comme vous avez l'habitude de naviguer aux 4 coins du globe, on va dire ça comme ça, est-ce qu'en fonction de là où vous vous situez, vous avez peut-être l'habitude par expérience de génération en génération, de savoir que dans cette zone du globe, les vents sont à peu près comme ça, les mers sont à peu près comme ça. Ça allait être ma question, justement. Et là, tu es en train de nous expliquer que, justement, en ce moment, il y a des perturbations par rapport au modèle classique. Effectivement, il y a des statistiques. Moi, je sais, j'ai déjà fait tourner mon bateau plus d'1 million de fois, sans doute, autour de la planète, avec les 20 dernières années de la météo, pour voir quelles sont les statistiques de vent. Il y a des grandes généralités. Bien sûr. Ici, on est perturbé. Après, quand je passe sous l'Espagne, je sais que je suis souvent dans l'anticyclone, jusqu'à passer sous l'Afrique du Sud, où là, je vais reprendre des dépressions. On sait à peu près, il y a des grandes généralités. Mais il y a des gros changements. Un exemple vaut mieux que beaucoup de paroles. Là, on cherchait une fenêtre idéale l'hiver dernier pour partir. Et cette fenêtre idéale, c'est on arrive à avoir jusqu'à 7-8 jours à peu près ce qu'on va avoir, avec une fiabilité quand même assez faible au bout de 8 jours. Et on cherche, nous, quand on part de Brest, à rencontrer une dépression au large du Brésil qui va nous pousser vers l'Est. Et, ça, c'est pour la tentative du record. Ouais. Et donc, ce rendez-vous, il est très important. Et là, au Brésil, là, au nord de la cordillère des Andes, c'est une zone de cyclogénèse où les dépressions se forment, très puissantes. Et pendant 3 mois, on a surveillé, on a cherché des dépressions comme ça, et elles étaient toujours faibles et petites. Et en fait, l'explication, c'est qu'une dépression, pour qu'elle se forme, il faut de l'air froid et de l'air chaud.
Donc l'air froid qui vient du pôle sud, là, en l'occurrence, et l'air chaud qui vient des tropiques. Et en fait, l'eau est tellement... Cette année, l'eau était 5 degrés plus chaude dans la zone où devait venir l'air froid. Et il n'y avait pas assez d'air froid, il n'y avait pas assez de contraste thermique pour faire... Et on n'a jamais eu cette dépression qui est une chose très classique. Elles étaient là, mais très faibles. Et nous, on en cherche une grosse pour qu'elle à l'avance et qu'elle nous pousse. Et il nous a dit, notre auteur météo, qui est un spécialiste quand même très fort en météo, il nous a dit, là, il y a une anomalie. Alors, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ? Je pense que c'est lié, mais je ne vais pas faire mon sorte. Il y a des changements. Et les modèles sont perturbés depuis quelques années. En plus, ils ne sont pas bons dans ces zones-là parce qu'il y a beaucoup moins de données qu'en Europe. Moins de capteurs, voilà. Donc, c'est quand même là-bas. Ça part toujours d'un état initial. Et on se rend compte que les modèles qui étaient devenus très performants sont de moins en moins performants et sont perdus. Et même à 3 jours, qui était vraiment une fiabilité forte, aujourd'hui, d'un modèle à l'autre, on n'a pas les mêmes météos. Alors, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ça veut dire que pendant 3 mois, ton équipage était prêt à partir ? Pendant 3 mois, parce que là, c'est pour la tentative du record. Stand-by. Voilà, c'est ça. Stand-by. Et pendant 3 mois, on était là. Et puis, on a failli partir 3 ou 4 fois. Donc, tu es chez toi à la maison. Ascenseur émotionnel. On se dit là, il y a une fenêtre. On y va, on attend ce soir pour voir les derniers modèles. Allez, on y va. Tout le monde se mobilise, toute l'équipe. On est là, on est en ciré. Bon, allez, on annule. Ça nous est arrivé plein de fois cette année. Et ça veut dire qu'il y a une période de l'année qui est plus propice à cette tentative de record, ou est-ce que toute l'année, tu peux déclencher une fenêtre ? Alors, ça dépend des records. L'Atlantique Nord, par exemple, c'est au mois de juin pour les glaces et à cause des glaces. Et l'Atlantique Sud, enfin le record autour du monde, notre problème, c'est de passer dans le long du pôle Sud. On passe qu'en été, donc c'est-à-dire en hiver pour nous. Donc la période, c'est d'octobre à février-mars. Pourquoi ? Parce que tu peux aller chercher le plus près les possible. Glaces, c'est mieux pour les glaces. Il y a moins de glace. Et les nuits sont plus courtes. Si on doit croiser un iceberg, on préfère. Et il fait plus chaud et les tempêtes sont moins fortes. Donc, on vise l'été pour passer dans l'hémisphère sud. Donc, ça veut dire qu'après l'épreuve qui va démarrer dans quelques jours, l'Arkea Ultimate Challenge, le prochain défi pour toi et ton équipe pourrait être celui-ci en juin prochain. Enfin, en tout cas, alors, ça serait nous, l'année prochaine, ça sera record autour du monde, ça serait octobre. Le record de l'Atlantique, il est très compliqué à faire parce qu'il faut se mettre en stand-by à New York, qu'il faut une météo vraiment. Le record est très très bas. Il faut une météo exceptionnelle. Il est à combien, celui-ci ? Il est à 3 jours, 12 heures ou 13 heures. C'est rien. Et du coup, ça veut dire immobiliser le bateau là-bas. Il sera sans doute pas battu avant très longtemps parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut se permettre. On n'a pas que ça et on a notre programme. Mais on ne peut pas se permettre de laisser le bateau 1 mois ou 2 à New York. Ça tient assez compliqué. Bon, c'est intéressant. On arrive sur la fin de l'épisode, Charles, mais je pose toujours cette question, et c'est peut-être la plus difficile. Hein. C'est de toutes les expériences que tu as pu vivre, laquelle t'as le plus marqué sur le bateau en mer, que ce soit en solitaire, ça peut être une observation, une réflexion, ou alors un moment avec une équipe. Quel moment t'as le plus marqué à travers tout le parcours que tu viens de nous décrire ? J'en ai vécu des émotions. Probablement. Peut-être. Mais celle qui pour toi a été le Rhum, c'était tellement important pour moi. C'est sûr que je pense que ça restera. Et il y en a un deuxième quand je peux pas oublier, c'est cette victoire avec l'équipe Dongfeng parce que c'est 50 personnes, c'est un équipage de 10 personnes, et un final comme il y aura peut-être plus jamais dans ce sport, 3 bateaux à égalité totale à la dernière étape et la course qui se gagne sur les derniers kilomètres. On passe devant les autres au dernier kilomètre avec une option tellement différente. Je pense qu'il y aura peut-être jamais une course avec un tel. Voilà, et puis c'est 9 mois. C'est 9 mois cette course. On fait pas 9 mois en mer. C'est un chapitre de vie. Hein. Donc c'était la plus dure. C'est la course, mais toute la préparation qu'il y a derrière. Voilà. La route du Rhum, ça a été que du bonheur. La Volvo, ça a été très dur jusqu'à pour un moment de grâce incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charles, sur cette Arkea Ultimate Challenge ? Que ça soit peut-être si tu me reposes la même question dans 1 an, je te dirais la même chose. C'est cette course une victoire, ça serait dingue, mais déjà de finir un tour du monde, je crois que c'est exceptionnel, même si je vise quand même très fortement la première place, comme tous mes camarades. Je pense que tout le monde. Mais oui. Tout le monde l'avait compris. En tout cas, un grand merci à toi. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours, tout simplement, et l'homme que tu es. Un grand merci à toi et tout le meilleur. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk.
J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux UltraTalk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'UltraTalk.